École leadership ancienne, l'école chinoise, qui est une école du leadership stratégique. Le grand leader, disent les Chinois, le grand stratège, gagne sans livrer bataille. Sun Tzu. D'accord ? Le cousin de Sun Tzu qui nous parle encore plus du leader, Sun Bin. Et Sun Bin nous dit, c'est très difficile de dire exactement ce qu'est un bon général, mais on sait vous dire les conditions pour en avoir un mauvais. D'accord ? Ce qui est déjà un progrès. Et par exemple, la première chose, c'est de dire se croire capable et ne pas l'être. Se croire capable et ne pas l'être, c'est le pire des défauts que puisse connaître un général. Et à ce moment-là, il faudra penser à autre chose. Le grand leader, le grand stratège gagne sans livrer bataille. Vous voyez que c'est une phrase qui est pleine d'une multitude de sens. Elle correspond au alors qui n'est pas encore le néo-confucianisme chinois bien évidemment, mais à cette pensée chinoise qui va toujours s'installer au centre, le milieu. La Chine est l'empire du milieu, puisque le chinois doit être au centre du monde, le monde étant ses proches, sa famille, son village, sa région, l'empire, et au-delà bien évidemment, la Terre, le ciel et l'ensemble du cosmos. Et quand vous vous baladez dans le cosmos, le point central, les Chinois disent, c'est nous. Et à partir de ce moment-là, les trois grands principes militaires qui vont rester dans toute la stratégie au cours de l'histoire, du point de vue du leadership, vont être le principe de concentration des efforts, économie des moyens et mobilité. Et là, on a une articulation, pourrait-on dire, du leader stratège qui doit maîtriser ces trois aspects. Principe de concentration des efforts, jamais se disperser. Économie des moyens, ne pas dépenser inutilement. Donc gagner sans livrer bataille, c'est économiser son armée. Troisième principe, principe de mobilité, c'est-à-dire qu'au fond, il ne faut jamais se laisser enfermer. Cette pensée chinoise qu'on fait un petit peu au galop, était représentée par des très très grands leaders. Le plus grand d'entre eux en Chine. Non, parce que ce n'est pas un taoïste. Justement, Mao n'est pas quelqu'un de l'équilibre. Mao est une figure très atypique. Alors dans la première partie de sa vie, c'est quelqu'un qui connaît bien la stratégie. Ça c'est incontestable et il a digéré tous les stratèges chinois. Dans la deuxième partie de sa vie, regardez les moyens. La révolution culturelle, on ne peut pas dire que c'est une économie de moyens. D'accord ? Non, le très grand leader chinois, c'est Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, on peut dire que même à la fin, quand les oreilles bougent, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Est-ce que c'est le vent qui fait bouger les oreilles ou est-ce lui qui vit encore? C'est vous dire l'économie du bonhomme, quoi. Et cet homme a réussi à rester comme ça. Et on trouve cette immense porosité taoïste, cette capacité finalement à se mettre en presque hibernation. C'est pas mon temps. Si c'est pas mon temps, j'attends un temps meilleur. Pour des latins, c'est assez dur à comprendre. Un garde rouge, je sors. Et le mec se retrouve décapité, c'est pas pourquoi. Non, garde rouge, si je suis pas armé, je fais semblant d'être mort. Comme ça, c'est pareil, dans l'apparence, et au moins je me sauve. On aura cette reprise de cette grandeur, j'allais dire, chinoise, chez le plus chinois des Florentins, Machiavel. Et on pourrait dire qu'après la Chine, Machiavel nous donne une deuxième très grande leçon de leadership. Parce que c'est une leçon qui à la fois s'ancre dans une tradition, pourrait-on dire, chinoise, et en même temps des leçons qui appartiennent à l'hypermodernité. Donc aujourd'hui, on ne peut pas quand même raisonnablement parler sans évoquer l'hypermodernité. Tous des nomades, rien nous attache, tout peut arriver, l'incertain général. Ce qui est vrai. On a la chance de vivre une époque formidable, c'est-à-dire un éclatement total de toute la consistance culturelle du monde. Donc bravo, vous y êtes. Et il ne faut pas se gourer. Nous sommes effectivement dans une des très rares et très grandes révolutions culturelles mondiales. Alors, Machiavel, dans Le Prince, nous dit finalement la question du leadership, elle sera toujours entre deux choses. 1, les vertus. 2, la fortune. Machiavel dit les vertus, c'est vos capacités.
c'est vos capacités. Soyez lucide sur ce que vous savez faire ou ce que vous ne savez pas faire. Et puis, de l'autre côté, la fortune, c'est l'environnement. Et Machiavel nous dit, dans de longues démonstrations, l'art du leadership, l'art du prince, peu importe, on change le mot, c'est de trouver la fortune qui correspond à ses vertus pour maximiser le résultat. Si ça ne se rencontre pas, Machiavel dit, dormez, retirez-vous, attendez que la fortune soit meilleure, et pendant que vous attendez que la fortune est meilleure, développez vos vertus. Ce qui est intéressant dans le machiavélisme, qui n'est pas ce qu'on en dit, hein, c'est que on trouve là une dynamique d'interaction entre le prince et les autres. Et on pourrait dire cette vision interactionniste en quelque sorte du leadership, cette vision interactionniste du leadership, eh bien c'est celle qui va vraiment prévaloir aujourd'hui. Où vous verrez dans la littérature des gens qui parlent de leadership et de followership, parce qu'il faut bien faire du concept, hein, en disant on ne peut pas rester étranger aux liens multiples qui intéressent le leader. Voilà. Donc c'est assez simple, in fine, à condition d'accepter de rentrer dans ce travail considérable de discernement. Ai-je des vertus? Et si oui, lesquelles?